Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux rencontres régionales de l'économie organisées par la Chambre de commerce et de l'industrie, la Banque de France, la Chambre d'agriculture et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Hauts-de-France. Un an après le début de la pandémie qui, au-delà de la crise sanitaire, a créé une véritable onde de choc sur notre quotidien et notre économie, l'heure est à la fois au bilan, quel état des lieux en 2020, mais également à la prospective, à quoi s'attendre en 2021. Au plan mondial, national et bien sûr régional, en se basant sur des enquêtes de conjoncture, sur la réalité des chiffres, mais aussi en s'appuyant sur votre ressenti et vécu d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et sur le ressenti des chambres qui vous accompagnent. Et en s'intéressant à tous les secteurs, l'industrie, le commerce, les services, l'artisanat et l'agriculture. Cette crise vient aussi renforcer des tendances de fond en matière de mode de consommation, notamment concernant notre alimentation. Nous écouterons le témoignage d'une agricultrice. La crise a également accéléré la transition numérique. On ira à la rencontre d'une créatrice de bijoux qui a notamment mis en place le click and collect pour pérenniser son activité. Et puis en parallèle de cette crise sanitaire et économique, nous avons vécu un autre grand bouleversement, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui est devenue une réalité depuis le 1er janvier 2021, le 1er janvier de cette année, après une période de transition en 2020. Quelles conséquences pour nos entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni et quelles opportunités pour le territoire? Nous donnerons la parole à un chef d'entreprise du secteur des transports et de la logistique. Avant de commencer, du coup, de rentrer dans le vif du sujet, je laisse simplement la parole à Arnaud de la Chambre de métier pour une parenthèse technique sur l'utilisation de la plateforme. Arnaud, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous, merci Pierre. Alors bonsoir à tous les participants de ce webinaire. Juste un petit point technique, si jamais vous avez des problèmes liés au son ou à la vidéo, je vous invite à rafraîchir le navigateur de votre écran, alors soit par la touche F5 ou tout simplement en allant en haut à gauche de votre navigateur, actualiser la page. La plupart du temps, les problèmes se résolvent comme ça. Et puis surtout, sur la droite de votre écran, vous verrez une barre de chat sur laquelle vous pouvez poser vos questions et interagir. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà, bon webinaire à tous. Merci Arnaud. Je vous propose donc de commencer notre webinaire et de regarder d'abord dans le rétroviseur que nous disent les chiffres macroéconomiques sur l'état de notre économie. Cathy Verquin, bonsoir. Bonsoir Cathy Verquin, est-ce que vous m'entendez? Ah voilà, on n'avait pas mis le micro, tout va bien. Tout va bien. Bonsoir. Vous êtes directrice régionale à la Banque de France, en région Hauts-de-France, bien sûr. Dans le monde, la crise sanitaire a impacté différemment les pays, principalement selon la nature de leur structure de production. Finalement, les pays tertiaires ont plus souffert que les pays manufacturiers. Alors oui, alors je pense que vous voyez le premier slide, qui est un slide d'évolution. Voilà, bon, parfait. Donc petit coup de rétroviseur sur la crise qu'on a connue en 2020 au niveau mondial. Je ne vous donne pas de chiffres de baisse de PIB au niveau mondial, ça n'a pas grand sens parce que les économies l'ont vécu très différemment. Et effectivement, comme vous disiez, tout le monde a eu un coup d'arrêt très fort au printemps 2020, de manière assez synchronisée, même si la Chine a démarré un peu plus tôt. C'est surtout après pour la sortie de crise qui a été différent, avec des rebonds sur les vagues épidémiques et pandémiques qui ont été différentes selon les pays et gérées différemment. Et c'est vrai qu'au niveau mondial, on a eu plusieurs zones de pays, ceux qui étaient beaucoup plus manufacturiers qui finalement ont rebondi plus vite. Les économies plus avancées, plus tertiarisées, qui ont été plus touchés, puisque c'est essentiellement le tertiaire et les services qui ont été touchés. Et puis, on a eu des pays aussi, des pays en développement, qui n'ont pas beaucoup compensé la crise. Et donc, là aussi, ils ont géré avec les moyens du bord cette crise. Donc, les impacts économiques ont été différents. Un petit zoom peut-être sur le slide suivant, sur le commerce mondial. Là, ça a été assez flagrant aussi sur le commerce mondial. Le commerce mondial qui était traditionnellement en croissance, avec un développement des échanges de manière structurelle. Là aussi, grand coup d'arrêt
sur le commerce mondial au printemps 2020. On avait vu aussi d'ailleurs le gros plongeon du prix du pétrole lié justement à ce coup d'arrêt sur les échanges au niveau international. Et puis un redémarrage assez rapide au deuxième semestre. Ce qui fait que sur l'ensemble de l'année, le commerce mondial a plongé de 5%, mais avec un fort redémarrage au deuxième semestre. Et d'ailleurs, pour l'année 2021, on est sur des prévisions de croissance du commerce mondial entre 6 et 7%. Ce qui risque d'aggraver encore un phénomène qu'on a observé ces derniers mois, c'est-à-dire une forte hausse du prix des conteneurs. Et là, on démarre l'année aussi avec le prix des conteneurs qui est très tendu par la densité des flux au plan international. Alors, que s'est-il passé au sein de la zone euro en particulier? Alors, sur la zone euro, je vais mettre le slide suivant. Voilà, donc au niveau de la zone euro, on a exactement le même plongeon, avec là aussi, pourtant c'est une zone qui est relativement homogène, on a aussi des positionnements très différents sur l'année 2020, entre l'Espagne qui a une baisse de PIB entre moins 11 et moins 12, parce que là aussi, ils ont été extrêmement touchés par la baisse du tourisme et des activités de services, c'était leur point fort d'habitude, et puis d'autres pays comme la Finlande ou l'Allemagne qui ont beaucoup moins été touchés, et ils ont une baisse de PIB qui est limitée à moins 5. Alors la zone euro en moyenne, ça fait moins 7 sur l'année 2020, et la France est un peu en deçà, à moins 8,3%. Alors est-ce qu'on peut donner la même explication que l'Espagne justement sur cette contre-performance et le poids du tertiaire et du tourisme en particulier? Vous avez vu, notre balance commerciale a vraiment plongé. Ça fait des années qu'on n'avait pas eu une balance commerciale aussi dégradée sur 2020. On a perdu beaucoup sur le tourisme, 25 milliards de recettes touristiques qui ont été perdues sur 2020. Là, évidemment, ça fait la différence avec l'Allemagne qui est beaucoup moins en pointe que nous sur le tourisme. On n'a pas tellement de cohortes de touristes qui vont passer leurs vacances d'été à Francfort ou à Dortmund, mais donc là, ça a été un point faible pour nous. Et puis, l'Allemagne est beaucoup plus manufacturière que nous, donc ils ont repris beaucoup plus vite. Et un autre phénomène assez marqué, c'est que dans notre industrie, bien sûr, on est aussi un pays manufacturier et industriel, fort heureusement, mais on a notamment une activité de pointe qui est l'aéronautique, qui est aussi qui est un segment qui exporte beaucoup. Et là, on n'a pas de chance, on a cumulé un peu les pénalités, on va dire. Est-ce qu'on peut aussi voir dans les mesures prises par les différents États aussi, selon la nature des mesures, et effectivement un critère qui a joué sur la performance économique? Oui, alors tout à fait, effectivement, les pays ont eu chacun un peu leur mode de traitement des mesures sur les préventions et protection des populations. On a eu plutôt une version extensive avec au printemps un confinement généralisé assez dur. En Allemagne, par exemple, ils n'ont pas arrêté les chantiers dans le BTP, et ce qui peut expliquer aussi qu'on a un petit écart de baisse de PIB parce que leurs chantiers ne se sont pas arrêtés au printemps 2020, alors que nous, on avait tout arrêté pendant plusieurs semaines. Alors, est-ce que, donc voilà l'état des lieux, les chiffres plutôt négatifs, pour autant, peut-on espérer, dès lors que les restrictions sanitaires seront levées, un effet de rattrapage, notamment lorsqu'on regarde l'épargne, les bas de laine, si je puis dire, des particuliers n'ont jamais été aussi remplis. La trésorerie des entreprises est plutôt bonne aussi. Est-ce que là, on peut y voir un motif d'espoir? Alors oui, très clairement, là, c'est, je dirais, deux indicateurs qui nous laissent un peu de lumière au bout du tunnel. D'une, la trésorerie des entreprises est vraiment plutôt souple. C'est vrai qu'on a mis en place un pont financier avec le PGE. Plus de 130 milliards qui ont été distribués, 7 milliards dans la région des Hauts-de-France. Donc ça a vraiment apporté, il y a eu une réassurance très rapide des entreprises en termes de trésorerie. Aujourd'hui, vous le voyez sur ce graphique, on a les crédits qui sont en dessous de la barre et la trésorerie au-dessus. Donc finalement, il y a quand même une grande part des PGE qui n'ont pas été consommés et qui sont encore sur les comptes des entreprises. D'ailleurs, sur l'année 2020, c'est une année où on a quasiment l'année la plus basse en termes de dépôt de bilan. Donc on a vraiment sanctuarisé la trésorerie des entreprises. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et le deuxième point, c'est sur le slide suivant, c'est l'évolution de l'épargne des particuliers. Effectivement, d'un côté, vous avez les crédits, et ça, c'est plutôt aussi un bon point. Les crédits ont plutôt bien tenu, que ce soit les crédits à la consommation qui n'ont pas tellement baissé, les crédits immobiliers qui ont été très toniques sur l'année 2020, et en même temps, une épargne qui a fortement augmenté, puisqu'en fait, on a eu des consommateurs empêchés de consommer, empêchés d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, de partir en week-end. Et donc, on a aujourd'hui un stock d'épargne qui est estimé de l'ordre de 120 à 120 milliards
stockés sur l'année 2020 et qui devraient encore augmenter sur les premiers mois 2021. Donc, ça veut dire par là que quand on va lever les barrières, on va dire, les freins sanitaires, on a sous le pied une vraie réserve d'épargne qui pourra relancer l'économie. Alors, je vous propose du coup maintenant de réduire notre focale et de s'intéresser à l'activité économique régionale, hein, parce que là, on parlait au plan national. Concentrons-nous sur les Hauts-de-France et je voudrais en particulier qu'on s'intéresse à 3 secteurs pour lesquels vous avez mené des enquêtes auprès des chefs d'entreprise, à savoir l'industrie, les services aux entreprises et le bâtiment. Comment ces secteurs ont-ils traversé 2020 en Hauts-de-France ? Alors, dans l'industrie, sans surprise, le fait qu'on est fermé complètement pendant plusieurs semaines, mois au printemps, un certain nombre d'entreprises, on se retrouve avec une baisse de chiffre d'affaires remarquée, hein, moins 9%, c'est considérable. Juste pour se faire un petit peu mal, hein, on avait une prévision en début d'année, il y a un an, on avait une prévision pour l'année 2020 de plus 3,5%. Voilà. On ne fait pas plus 3,5%, mais moins 9%. Une forte baisse de l'exportation, donc j'en ai parlé, avec des secteurs qui ont été très touchés, comme notamment la construction de voitures, la construction automobile. D'autres secteurs, comme l'industrie agroalimentaire, a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Alors sur le slide suivant, ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant de voir sur ce slide-là, c'est que par contre, on a plutôt bien préservé les compétences et les RH en entreprise pour qu'elles puissent redémarrer très vite. Et là, je crois qu'on peut saluer les mesures gouvernementales en termes d'activité partielle. Hein. On a tiré l'enseignement de ce que les Allemands avaient fait, notamment pendant la crise précédente, la crise de Lehman Brothers. Et là, ça permet quand même de préserver plutôt bien l'emploi. Alors, un indicateur qui fonctionne moins bien, c'est l'évolution de la rentabilité des entreprises. Très clairement, cette crise, elle ne va pas être neutre sur la rentabilité des entreprises. Et dans l'industrie, vous voyez qu'il y a une dégradation assez forte. On a 20 points d'entreprises qui nous annoncent une dégradation de leur rentabilité par rapport à ce qu'on avait enregistré en 2019. On aura clairement des bilans qui sont un peu cabossés sur l'année 2020. Slide suivant. Alors quand même, un autre point très, très positif, c'est le fait que l'investissement, qui est souvent la variable sur laquelle on donne le plus grand coup de frein quand on n'a pas de visibilité, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit que finalement, l'investissement a très peu baissé dans la région des Hauts-de-France. Les banquiers nous le disaient d'ailleurs en cours d'année, ils étaient frappés qu'ils ne faisaient pas que distribuer du PGE, mais qu'il y avait encore des projets d'investissement. Comment on peut l'expliquer, ce maintien justement des investissements? Eh bien, je pense que passé le coup d'arrêt du printemps, les chefs d'entreprise ont gardé véritablement le moral. Et puis, ils ont continué, les projets qui étaient lancés, ils les ont maintenus. Et donc, il y a vraiment eu une sorte de foi, de niaque, on va dire, des chefs d'entreprise. Hein. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous a frappé dans l'adversité. Ils ont gardé cette énergie et donc, ils n'ont pas freiné sur les investissements. Donc ça, c'est très bien pour l'année 2020, parce que l'investissement, ça donne du travail à d'autres entreprises, celles qui produisent des investissements, mais ça donne aussi beaucoup d'espoir. Hein. L'investissement, c'est pour l'avenir. Et donc, je voulais juste souligner sur le petit encart à droite, le poids de l'investissement dans l'industrie, ce qui fait que je parlerai très peu d'investissement dans les services et dans la construction, c'est que c'est dans l'industrie où le poids relatif est le plus élevé, ça pèse plus des 3/4 de la totalité de l'investissement dans la région. Alors, peut-être un petit slide sur les prévisions. On passe sur les services. Okay. Donc, sur les services, j'enchaîne peut-être sur les services? Oui, absolument. Alors, sur les services, on a un coup d'arrêt assez fort aussi, hein, moins 5,8, moindre que dans l'industrie. Et là aussi, une très grande disparité au niveau des services. On a des secteurs comme le secteur de l'intérim, qui évidemment a particulièrement été touché pendant l'année 2020. On a d'autres secteurs comme le transport, qui sont plutôt bien sortis, notamment avec le développement du commerce. Tous les secteurs informatiques qui sont plutôt bien sortis. Et puis là aussi, à contrario, les secteurs de la publicité, de l'événementiel qui ont été particulièrement touchés sur l'année 2020. Donc la moyenne de moins 5,8 cache en fait des variations extrêmement divergentes selon les sous-segments. Slide suivant. Voilà, alors là, je voulais juste mettre un petit focus sur 2 points. D'une, sur les effectifs. Je trouve que là, je veux dire, c'est presque un record. Dans les services, on a même légèrement augmenté les effectifs. Donc, voilà, on aura un continuum d'années où les services se recrutent. Et par contre, là aussi, on va avoir quand même des bilans qui vont être, pour certaines entreprises, un peu déformés en 2020 et un peu dégradés. On a 10 points de plus d'entreprises qui nous annoncent une baisse de leur rentabilité sur l'année 2020.
Slide suivant. Alors, un petit focus sur le commerce et la restauration qui nous vient de la CCI. Là, c'est un scope qu'on n'avait pas dans notre échantillon d'entreprises interrogées à la Banque de France. Deux segments complètement divers, c'est-à-dire le commerce de détail. C'est intéressant de voir que finalement, le commerce de détail s'en tire pas trop mal parce que entre les périodes de confinement et de déconfinement, il y a eu un effet de rattrapage sur les commerces de proximité, ce que l'on ne voit pas du tout, évidemment, sur l'hôtellerie et restauration. Évidemment, la période de fermeture administrative est beaucoup plus large. Et puis, on sait bien que dans les services, on ne va pas 2 fois au restaurant le même samedi. Donc, il y a un effet de rattrapage qui ne se fait pas quasiment dans les services par rapport au secteur du commerce. Ça va être suivant. Alors, le BTP, ça va peut-être vous surprendre. Le BTP, sur toute l'année 2020, on a plutôt communiqué sur le fait que le secteur du BTP s'en sortait plutôt pas mal. Les carnets sont encore bien garnis. On a des plans de relance qui ont tendance à doper un peu la demande et la demande publique. Or, on a quand même moins 12% de baisse sur l'année 2020. Alors ça, c'est complètement… Parce qu'il y a eu un arrêt total pendant le confinement dur de mars, avril. C'est tout à fait ça, effectivement. Le coup d'arrêt total au printemps, ça a été des semaines entières qui ont été perdues en termes de production. Et là, par rapport au commerce… récupéré, oui. Il n'y a pas d'effet rattrapage, en fait, par rapport au commerce. Dans le commerce, effectivement, on l'a vu, par exemple, le mois de décembre 2020 a été très bon, plus 15% par rapport à décembre 2019, tout simplement parce que comme les commerces ont été fermés en novembre, il y a eu un effet de rattrapage sur le mois de décembre. Dans le bâtiment, les parpaings qu'on n'a pas posés pendant une semaine, on ne pose pas le double la semaine suivante. Voilà. Donc là, c'est la perte nette, je dirais presque, si on fait une règle de 3, c'est la perte liée aux périodes où le BTP n'a pas pu travailler. Alors, dans le bâtiment, quand même, on a, vous voyez, donc là, on est sur la rentabilité. On a quand même des entreprises qui, là aussi, vont avoir des bilans 2020 pas très joyeux pour 2 raisons. D'une, la baisse de chiffre d'affaires, donc forcément, ça couvre moins les frais fixes et donc on va avoir une petite dégradation de la rentabilité. Et puis aussi parce que dans le BTP, vous le savez, il n'y a pas beaucoup de télétravail. On n'est pas dans le tertiaire. Et dans le BTP, ils ont dû mettre en place un certain nombre de mesures, les mesures barrières, les mesures de protection. Et tout ça a un coût. Ça a parfois ralenti les chantiers. Donc voilà, donc il faut aussi s'attendre à avoir quand même des bilans dans le BTP qui vont être un petit peu abîmés sur l'année 2020. Merci beaucoup, Cathy Verquin. Voilà la réalité des chiffres pour ces 3 secteurs en Hauts-de-France. Philippe Bourdin, bonsoir. Vous êtes le président de la CCI Hauts-de-France. Cathy Verquin nous le disait en tout début de son intervention, il y a eu très peu de dépôts de bilan sur l'année écoulée en France. Je crois savoir que c'est le cas aussi en Hauts-de-France, où les défaillances d'entreprises reculent de 39% par rapport à 2019. Tout à fait. Il y a eu en fait 2160 défaillances d'entreprises, soit moins 39%, vous avez totalement raison. On peut être étonné de ces chiffres, tout le monde s'attendait à bien pire. Et en fait, c'est les effets de la solidarité gouvernementale, les mesures gouvernementales ont fait leur effet, elles ont produit un effet très positif. Je pense aussi que c'est l'union de tous les acteurs qui ont travaillé derrière les entreprises, qui se sont attachés à travailler ensemble pour, par exemple, créer un numéro vert, pour, par exemple, trouver les trous dans la raquette des gens qui n'étaient pas assurés par ces différentes mesures. Donc, il y a eu un travail commun qui a eu un effet très important. Ce que je voulais dire aussi, c'est la résilience des chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs, n'oublions surtout pas les collaborateurs, qui ont réagi, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'énergie. Cette crise a été très violente. Cette crise est arrivée à un moment où l'économie avait de bons fondamentaux. Elle a d'ailleurs gardé ces bons fondamentaux, sauf dans certains secteurs. Et donc, l'énergie y est, la capacité de résilience y est, et même dans les secteurs les plus touchés, on sent cette volonté de s'en sortir. Donc oui, pour l'instant, les résultats ne sont pas catastrophiques. Charge à nous, bien sûr, de préparer l'année 2021. Alors, vous parlez des secteurs les plus touchés. Justement, quel est un peu l'état des lieux en Hauts-de-France? Quels secteurs ont le plus résisté et quels sont ceux qui ont été le plus fortement touchés? Les secteurs, vous voyez le slide. Bon, mais pour résumer très rapidement, l'industrie, par exemple, s'en est pas si mal sorti que ça. Elle a même investi, Mme Verquin disait. Donc, les chiffres sont pas mauvais. Mais vous avez, par exemple, dans l'industrie, le secteur de l'aéronautique qui, lui, a souffert.
Picardie, vous avez beaucoup d'entreprises fournisseurs dans l'aéronautique. Là, ça a souffert. On parle toujours des secteurs café, hôtel, restaurant, événementiel, culture, sport. Ce sont des secteurs qui ont souffert, mais aujourd'hui, les mesures gouvernementales ont fait qu'ils résistent. Globalement, ils résistent. Globalement, il y a très peu de cas qui vont jusqu'au tribunal de commerce. Et donc, ces secteurs, il faudra veiller à ce qu'ils puissent surmonter la crise, parce qu'à ce jour, c'est la véritable inquiétude. Si ces secteurs représentent à peu près 10 à 12% de l'économie, si ces 10 à 12% ne sont pas récupérés intelligemment, et si les chefs d'entreprise et leurs équipes ne surmontent pas la crise en 2021-2022, à ce moment-là, ça pesera lourd dans l'économie. Donc, charge à nous vraiment d'être très vigilants. Mais c'est vrai que j'avais une réunion dernièrement avec le préfet de région et les professionnels de l'événementiel. Ils sont vraiment dans la résilience et l'énergie. Et le préfet qui devait rester 1 heure, qui est resté 2 heures, a constaté combien il se positionne déjà sur le futur. C'est-à-dire que cette crise a été toujours un formidable accélérateur de tendance dans tous les domaines, y compris les changements de consommation, y compris la transition énergétique, la transition numérique. Philippe, on se projettera effectivement dans le futur en fin de webinaire. Merci pour l'état des lieux donc dressé pour l'année 2020 en Hauts-de-France. On reviendra avec vous sur les perspectives évidemment. Olivier Daugé, je voudrais vous donner la parole. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture régionale Hauts-de-France. Je vous pose la même question finalement. Comment l'agriculture a-t-elle traversé 2020 ? A priori, le besoin de se nourrir ne s'est pas évaporé avec la pandémie. Est-ce à dire que le Covid a été neutre sur votre filière ? Ah, on ne vous entend pas. C'est bon. Ça y est. Neutre, non, mais comme l'avait dit, bonjour à tous. Comme l'avait dit le président de la République, l'agriculture, c'est la deuxième ligne, quelque part, après la santé. Mais c'est vrai qu'on a besoin de se nourrir. Donc, globalement, l'agriculture a été, je dirais, déstabilisée parce que il y a eu des changements de consommation importants. Tous ceux qui livraient les restaurations en foyer, par exemple, ou alors des industriels de la frite, ou ce genre de choses, où on a eu une chute très très importante de la consommation, ont été déstabilisés. Mais d'autres secteurs ont profité, on parle des circuits courts, mais pas que, il y a un certain nombre de secteurs. Et je tiens à dire aussi que les consommateurs ont joué le jeu, et notamment sur les produits festifs, que ce soit à Pâques ou à Noël, où on a remarqué un retour aux produits français. On a fait beaucoup de communication, ça avait été un des enjeux, mais on peut remercier les consommateurs sur ce côté-là. Ça a permis de protéger les filières sur ce genre de produits qui auraient pu être fortement fragilisés. L'agriculture, elle s'est adaptée, elle s'adapte tout le temps. Elle a malheureusement vécu plusieurs crises cette année, parce que la crise climatique s'est rajoutée là-dessus, avec inondations, gel, sécheresse, et malheureusement des impacts forts sur les capacités de production, donc forcément des impacts sur les résultats économiques des exploitations. Mais aussi des problèmes sanitaires. On a beaucoup parlé des betteraves, mais on peut parler de l'influenza aviaire ou de la peste porcine. Les maladies ne sont pas nouvelles, elles sont anciennes, mais malheureusement, avec le réchauffement climatique, elles ont tendance à revenir. Et forcément, ça déstabilise soit les marchés, soit les prix. Donc, il y a un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il faut voir... Et puis, tout ce qui est autour aussi des accords commerciaux, on le dit souvent, mais l'agriculture est souvent la contrepartie d'autres choses, et malheureusement, les agriculteurs français notamment sont quelquefois en concurrence avec des produits importés qui n'appliquent pas leurs règles. Et là, on a beaucoup insisté aussi sur la consommation territoriale de saison, pour contrebalancer un peu cette chose-là, et puis une réglementation qui change tout le temps. Mais il y a des incertitudes sur l'avenir, on le voit bien chez les agriculteurs aujourd'hui. Il y a un peu mais les bras, je veux dire que les agriculteurs sont aussi dans les opportunités. Ils ont évolué très vite, que ce soit pour l'évolution des circuits courts. Il y a du travail à faire parce que l'augmentation du printemps est un peu retombée depuis, mais du coup, ça montre bien le besoin de structuration. Mais on le voit aussi dans le plan de relance où il y a une dynamique de l'investissement agricole très forte, justement pour la transition, pour l'adaptation, pour un certain nombre de choses. Donc ça montre bien que on reviendra justement, Olivier Daugé, sur les changements peut-être profonds qui s'opèrent dans l'agriculture.
va faire un zoom là-dessus ensemble juste après cette partie bilan. Je voudrais donner la parole pour terminer ce tour de table à Laurent Rigaud. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce, de la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Même question, hein, finalement, comment les artisans ont-ils traversé l'année 2020 ? Oui, bonjour à tous. Alors d'abord, on peut se féliciter du travail qui est fait en commun régional avec l'ensemble des chambres consulaires. Une année assez exceptionnelle et à la fois dramatique aussi pour les artisans. Bien sûr, une année difficile moralement, financièrement et, si vous me permettez, avec un impact sur l'activité et les chiffres. Après le premier confinement, on avait 67% de nos entreprises qui avaient été impactées sur le chiffre d'affaires. Après le deuxième confinement, 44%, et on finit l'année à moins 20%, tout simplement parce qu'on a réussi et qu'on a pu travailler. On a vu aussi qu'au mois de juin en 2020, on a eu un recul sur l'emploi, un coup de frein de moins 5,6. Alors pas parce qu'il y a eu un grand plan social dans l'artisanat, pas du tout. Tout simplement, c'est qu'au mois de juin, eh bien, il y a eu un coup de frein sur l'événementiel, sur la visibilité touristique. Et donc, on voit bien que l'économie artisanale et commerciale de nos entreprises eh bien, ont un impact important. Et ensuite, sur une situation peut-être contrastée par rapport aux métiers, par rapport aux filières. Donc, le bâtiment qui, bien sûr, au premier confinement ont été impactés puisque la plupart ont fermé, mais assez rapidement se sont réorganisés et ont fini l'année assez correctement. On a bien sûr les métiers de la production pour qui 60% d'entre eux auront une baisse de chiffre d'affaires plus ou moins grande. Des métiers fort impactés aussi, tous les métiers de service qui ont été aussi à l'arrêt. Je parle des soins à la personne, les fleuristes, les photographes, les taxis et tout ça lié aussi à l'événementiel. Et puis la branche alimentaire qui pour certains, la filière viande par exemple, qui s'en sort plutôt bien, puisqu'elle a encore été ouverte, elle était attractive, elle répondait à un besoin et puis elle a été prête. Et quand on dit la filière viande, il y a aussi les traiteurs événementiels qui sont aussi dans cette filière pour qui c'est dramatique et ça continue à être dramatique puisqu'il n'y a aucune visibilité sur l'année. Les boulangers, la filière farine, qui s'en sort à peu près bien, regardant à quel endroit ils se trouvent. Des fois en plein centre-ville, ça peut être compliqué, mais bien sûr, on pense à la fin du compte à nos restaurateurs qui sont là encore fermés et qui pour eux sera, à mon avis, très compliqué, même si l'accompagnement est fort, mais il faudra de toute façon flécher sur ces entreprises. Merci beaucoup, Laurent Rigaud. Alors, je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce webinaire sur les changements, les transformations de nos modes de consommation. En effet, durant les confinements, les ventes en circuit court ont explosé comme alternative aux grandes surfaces, favorisant un lien direct entre les consommateurs et les producteurs. Ces derniers, forts de ces nouveaux débouchés, se tournant de plus en plus vers une agriculture durable, à l'instar de la ferme du Dunelette. Je vous propose d'écouter le témoignage de Stéphanie, Hervé et Brigitte Van der Hague. Ici, depuis quelques années, nous avons développé une activité de transformation des plantes que nous cultivons. Nous expérimentons en fait sur la ferme des pratiques qui s'inscrivent dans l'agriculture de conservation des sols. L'idée étant de protéger le sol puisque ce n'est pas un support, c'est bien un allié de notre métier. Alors le blé rentre dans le moulin et passe entre deux meules et le blé est en fait déroulé, pas écrasé, ce qui permet de sortir la farine et de sortir le petit son. Ce moulin permet de réaliser de la farine semi-complète et blanche. On fait plusieurs sortes de farine, plusieurs sortes d'huile et puis plusieurs sortes de légumes secs. On a pas mal de clients à la ferme, quand même des particuliers, mais après on livre des restaurants, des crêperies et des magasins de producteurs. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc les gens viennent nous voir, ils sont contents d'échanger, ils voient qu'on prend du temps, on explique, on fait voir le moulin. C'est une période vraiment intense, fallait suivre,
Mais on était content de vendre et puis de faire plaisir. Donc on s'est adapté, on a fait un planning pour que les gens, avec le confinement, ne viennent pas tous en même temps. Beaucoup de travail, mais bon, beaucoup d'échanges et puis on s'est fait des amis. Voilà, c'est génial. Aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs cherchent à savoir d'où proviennent les produits qu'ils mangent. Nous aussi, de plus en plus, en tant qu'agriculteurs, on cherche à comprendre ce qui se passe sous nos pieds. Donc finalement, la transformation pour nous, ça a été un moyen de parler de notre manière de travailler. On cultive les plantes qu'on transforme et qu'on commercialise derrière. Il y a une vraie traçabilité en fait du produit de A à Z. Et ça, qui mieux que nous pouvons l'expliquer aux consommateurs. Le micro Pierre. Excusez-moi, effectivement, on avait tous été coupés pendant le film. Olivier Dauger, donc je m'adressais à vous. Cette vente en circuit court, qui effectivement s'est fortement développée durant les confinements, est-ce un changement durable, selon vous? C'est une évolution. C'est pas une révolution en ce sens qu'on a bien vu une vraie évolution au printemps qui s'est atténuée en fin d'année assez fortement, même s'il y a sur l'année une augmentation. Ça montre qu'il y a un besoin de structurer aussi les choses. Ça a été bien dit avec différents lieux de vente de leur part. Il y a un besoin de créer ce lien, bien sûr, avec les citoyens, mais il y a un besoin aussi de se rapprocher d'eux en matière de consommation, ou en tout cas de moyens de consommation et de distribution. Aujourd'hui, les moyens existent. Il y a même le click and collect, il y a les livraisons, il y a le fait de pouvoir venir à la ferme, il y a plein de choses. Mais les consommateurs sont très diversifiés et quand ils ne travaillent pas, ils ont le temps d'aller à la ferme. Quand ils travaillent, c'est plus compliqué. Donc il faut trouver le moyen de pouvoir avoir accès à ces produits tout au long de l'année, en rappelant quand même que quand on est sur des produits de proximité, on est sur des produits de saison, ce qui est une très bonne chose, même en matière de santé, il vaut mieux manger des produits de saison. Donc il faut aussi que les consommateurs comprennent justement le fait que les produits ne sont pas là toute l'année. Et voilà, il y a peut-être aussi une éducation à la consommation ou une formation à la consommation pour bien montrer les différents produits tout au long de l'année, sachant que dans notre région, on a la chance d'avoir quasiment tous les produits, sauf les produits tropicaux bien sûr, mais tous les produits qui soient fruits et légumes, et quasiment tout au long de l'année. Mais je voudrais revenir sur les circuits courts rapidement en conclusion. Rappelez que là, on parle de circuits courts directement à la ferme, mais quand vous avez, par exemple, la production d'éthanol qui est produite dans la région, c'est du circuit court. Quand vous avez les productions de protéines végétales dans la région, c'est du circuit court aussi. Quand vous avez la production de frites avec les usines dans la région, c'est du circuit court. C'est-à-dire que le circuit court, c'est véritablement de pouvoir valoriser les productions que l'on peut faire auprès des consommateurs. Voilà, ça représente l'ensemble de la consommation dont peuvent avoir besoin les consommateurs et les citoyens. Dans le reportage, la responsable de l'exploitation nous parle de pratiques dites d'agriculture de conservation des sols. En quoi ça consiste? C'est une vraie évolution depuis une quinzaine d'années dans l'agriculture, ce qu'on appelle le retour au sol, quelque part. Elle l'a bien dit d'ailleurs que le sol était l'élément essentiel de son exploitation, elle a raison. Ça consiste l'agriculture a toujours évolué. C'est vrai qu'à la sortie de la guerre, pendant 30-40 ans, l'arrivée de la chimie et tout ça a facilité. Alors, et les besoins alimentaires forts ont entraîné un petit peu des solutions plus chimiques qu'agronomiques. Il y a un retour de la part des agriculteurs parce que ce retour amène des solutions en matière de résilience par rapport à la sécheresse notamment, dont on peut parler, par rapport aux inondations, à l'érosion, par rapport à la biodiversité. Donc c'est un système sur lequel on produit de la biomasse, pas mal de biomasse, mais où on évite les sols nus, on évite de trop retourner le sol parce qu'on sait très bien que ça émet des gaz à effet de serre aussi sur l'enjeu climat, donc de pouvoir capter plus de gaz à effet de serre. Et là, l'agriculture a son rôle à jouer dans la neutralité carbone en pouvant capter demain plus de gaz à effet de serre. On est sur des systèmes où l'agronomie revient au cœur de la réflexion. Alors justement, je voulais vous demander, au-delà de cette agriculture
de conservation des sols. Quel peut être le rôle de l'agriculture dans la transition énergétique? Vous avez commencé à nous donner des éléments de réponse, mais voilà, plus largement, comment l'agriculture peut aider à accélérer la transition énergétique? C'est d'abord par une agriculture diversifiée, en fait. On sait très bien que les systèmes agricoles les plus vertueux sont les systèmes les plus diversifiés. On a la chance encore dans cette région d'avoir beaucoup de production, d'où l'importance de garder les productions et même d'en créer de nouvelles. Et les accords de Paris ont entériné le fait que l'on sorte du pétrole, du gaz, du charbon, du carbone non renouvelable, des énergies carbone non renouvelables. Et la façon de les remplacer, c'est justement par le carbone renouvelable, ce qu'on appelle la bioéconomie, qui est l'économie de la photosynthèse. On parle beaucoup du photovoltaïsme, mais la photosynthèse, c'est sur les sols, qui produit l'alimentation, au rôle premier de l'agriculture, qui est une énergie comme les autres, mais qui peut produire aussi de l'énergie, des matériaux pour les voitures, pour les bâtiments, et de la chimie verte, qui remplace en fait. Et là, l'agriculture peut le faire en complément de sa production alimentaire, et justement, ça permet aussi de garder les sols couverts toute l'année en faisant ce qu'on appelle des intercultures qui ne seront jamais matures, donc qui ne pourront pas être utilisées en termes alimentaires, mais par contre qui peuvent être utilisées sur d'autres filières. Et ça, c'est une vraie transition de l'agriculture parce qu'on augmente la biodiversité, on augmente la résilience par rapport à la sécheresse, on améliore la capacité de capter des gaz à effet de serre. Donc tous ces éléments-là, et on peut travailler, et notamment c'est l'intérêt du travail interconsulaire, je dirais, on peut travailler avec les filières en apportant la matière première qui peut être utilisée soit par les artisans, soit par les industriels derrière. Merci beaucoup, Olivier Daugé. La crise sanitaire a aussi eu pour effet d'accélérer la transformation numérique des entreprises, y compris celles qui en étaient encore loin. Je vous propose d'écouter un reportage chez Hélène Ripoll, créatrice de bijoux. Je m'appelle Hélène Ripoll, je suis créatrice d'accessoires pour la mariée depuis 2012 et je suis installée à Amiens. Alors en 2020, en fait, on devait avoir une très forte année pour les mariages. Les chiffres ronds plaisent toujours énormément aux mariés. Et du coup, cette crise sanitaire qui est intervenue vraiment début mars a coupé court à beaucoup de projets de mariage. Et du coup, en tant que prestataire évoluant dans cette industrie, on a vu notre chiffre d'affaires baisser énormément sur l'année passée. Alors comme cette année a été très atypique, il a fallu réfléchir à comment communiquer avec ses clients, comment communiquer aussi avec d'éventuels distributeurs avec lesquels je ne travaillais pas forcément avant. Une des solutions pour pouvoir justement passer cette crise sanitaire, ça a été de faire appel aux boosters numériques et de remettre à plat la partie site internet et digital de mon entreprise. Il existait déjà, mais il manquait d'ergonomie à la fois pour le client et pour moi. Pour donner un exemple très particulier, la facturation, je ressaisissais tous mes bons de livraison pour faire mes factures. Et en fait, en discutant avec la personne qui m'accompagne, elle a tout de suite su quel était le module à installer sur mon back-office pour que la facturation ne devienne plus une contrainte. Et aujourd'hui, c'est un énorme soulagement. Et tout le temps que je mettais sur cette partie-là, je le mets en développement de création ou en relationnel client. Quelque chose que j'avais jamais mis en place aussi, c'est ce qu'on appelle le click and collect. Du fait que je me sois installée dans l'atelier, c'est quelque chose qui a été aussi rendu possible. Et donc là, ça a été pareil avec la personne qui me suit sur le booster numérique. Je lui ai juste demandé comment on peut le faire et elle s'en est chargée. Ça a été fait en moins de 2 heures et c'est vraiment appréciable parce que ça permet aux gens qui sont à proximité de venir retirer leur commande à l'atelier. Laurent Rigaud, on vient de l'entendre, finalement, cette crise sanitaire a permis à Hélène Ripoll de sauter le pas, si je puis dire, du numérique. Est-ce que ça a été le cas de l'ensemble des artisans? Est-ce qu'on observe effectivement une accélération de la transition numérique au sein de l'artisanat? Oui, bien, Hélène l'a dit, ça a été, et elle le démontre dans ce qu'elle a fait, un accélérateur. Clairement, on a gagné pour les artisans 5 ans. On a gagné 5 ans. Vous savez, les artisans étaient très peu sur le numérique, on avait moins de 10% qui y étaient, là il y a déjà 15% qui ont été sur le click and collect.
Mais voilà, il faut adapter à l'entreprise et l'important de tout ça, c'est d'être accompagné. Mais je suis persuadé, et les artisans sont persuadés que si on garde ce qu'on sait faire, le savoir-faire, le bon produit, la proximité, et qu'on y associe dans tout ça le numérique pour toucher notre clientèle et puis pour faire du commerce et de la communication, mais je pense que le monde de l'artisanat aura tout compris. Alors, Hélène Ripoll nous a parlé effectivement du process de facturation, du click and collect. Quelles autres formes peuvent prendre le développement du numérique chez un artisan? Le site marchand, on a parlé de la page Facebook, la newsletter. Enfin, dès qu'on a sur le numérique une possibilité de vendre mieux, de toucher une nouvelle clientèle, de faire la promotion de son savoir-faire, moi je pense qu'il faut clairement l'utiliser. Mais l'importance de tout ça, vous savez, c'est de se faire accompagner. Et même si dans l'entreprise, on n'a pas les compétences, de plus en plus, eh bien, on a une fiche de poste chez nous qui peut correspondre à une vendeuse à qui on affecte eh bien, la gestion de toute cette communication numérique, de cette vente numérique, parce que l'artisan, c'est un très bon technicien dans son métier et il n'a pas forcément envie ou il aime ou il n'y arrive pas. Eh bien, on est convaincu que c'est nécessaire, on est convaincu que ça fera partie de nos entreprises, mais on est convaincu aussi que des compétences, on en a dans nos entreprises sur ces nouveaux modes de commerce et de communication. Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi justement d'attirer peut-être des nouveaux talents, des jeunes sur vos métiers? Non, exactement. Voilà, exactement. Ça fait partie de pouvoir proposer aux nouveaux profils qui rentrent dans nos entreprises, eh bien, d'être dynamiques. On a ce savoir-faire ancestral d'anciennes entreprises et à la fois on se projette. C'est quoi nos entreprises 2025-2030? Et quand on dit ça, c'est obligatoirement avec notre jeunesse. Et donc, quand on laisse cette place à cette jeunesse et ce nouveau moyen de communication et de commercer, eh bien, on est là dans l'innovation artisanale. Et c'est ce que nous, la Chambre de métiers de l'artisanat, on prône tous les jours avec nos collègues. Bien, merci beaucoup Laurent Rigaud. Je le disais en introduction, en parallèle de cette crise sanitaire et économique, nous avons vécu un autre grand bouleversement, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, devenue réalité depuis ce 1er janvier. Où en est-on 1 mois et demi plus tard? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Ce sont les questions que nous avons posées à Francis Castelin, directeur général de Ziegler France, filiale d'un leader européen dans le secteur du transport et la logistique. Bonjour, mon nom est Francis Castelin, je suis le directeur général du groupe Ziegler France. Nous sommes experts sur 6 métiers principaux que sont le road, le maritime, l'aérien, la douane, la logistique et le train. Et notamment, nous maîtrisons la ligne qui relie la Chine à l'Europe, qui s'appelle la route de la soie. Nous constatons, après 1 mois et demi, qu'il y a tout de même un retard en termes de connaissances douane de la part des chargeurs, donc des clients, notamment concernant le paiement de la TVA, le paiement des droits et taxes, et tout simplement la gestion des incoterms. Certaines choses ont bien fonctionné, notamment comme je voulais stipuler la douane. Une certaine fluidité quand même qui est en train de se mettre en place, un certain automatisme qui est en train de se mettre en place entre les administrations douanières, les acteurs de la supply chain tels que notre groupe et les clients. Cette fluidité, elle se met lentement en place, mais on peut quand même avoir l'espoir que sous 1 mois ou 2 mois, nous allons retourner vers une certaine normalité. Je pense que nous devons absolument améliorer la connaissance de la douane auprès des chargeurs. Si nous ne mettons pas en place une connaissance plus forte, nous aurons des difficultés qui vont perdurer. Or, il s'avère que nous sommes actuellement dans une période qui est plutôt soft, qui va durer jusqu'au 1er juillet, puisqu'il y a une certaine permissivité sur les process liés à la douane. À partir du 1er juillet, ça ne sera plus le cas. Ça veut dire qu'il faudra qu'on soit prêt. Donc il y a toute cette amélioration, cette éducation des process en douane qu'il va falloir appuyer, il va falloir aider les chargeurs pour qu'on puisse avoir cette pertinence et qu'on soit prêt au 1er juillet. La deuxième chose qui va être améliorée, ça va être l'équilibre des flux. On sait que entre la France et l'Angleterre,
Il y a un équilibre commercial qui est en notre faveur. C'est d'ailleurs un des rares pays où c'est en faveur de la France. Pour vous donner un exemple, lorsque un camion part d'Angleterre pour aller en France, 3 camions partent de France pour aller en Angleterre. Avec la mise en place du Brexit, l'équilibre s'est encore creusé puisque nous sommes à peu près à 1 camion qui descend de l'Angleterre pour 4 camions qui remontent de France vers l'Angleterre. Donc fort logiquement, ce déséquilibre de flux va être amélioré. Il va falloir que les Anglais renvoient un peu plus de marchandises de l'Angleterre vers l'Europe afin de rééquilibrer cette balance commerciale. Et puis enfin, il va falloir aussi que les administrations, que les clients se mettent en phase entre l'Angleterre et l'Europe, tout simplement pour trouver un équilibre au sujet des incoterms, à savoir que qui prend la responsabilité de la douane, qui paye la TVA. Toute cette éducation, tout cet équilibre qui va se refaire entre les clients, la douane et la supply chain, si elle s'améliore, à ce moment-là, on pourra dire que nous avons réussi le challenge. Philippe Bourdin, je vous propose de rebondir sur ce reportage, cette interview qu'on vient d'écouter, d'entendre. Commençons par le positif. Francis Castelin souligne une certaine fluidité et le bon fonctionnement des douanes. C'est ce que vous observez aussi ? Oui, tout à fait. On travaille depuis le lendemain du Brexit, c'est-à-dire le 24 juin 2016. Nous travaillons tous ensemble, c'est-à-dire l'État, le monde économique, le Conseil régional, sur la meilleure résolution possible du Brexit. Et je dois dire que les douanes ont été absolument remarquables. Il n'y avait rien il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils ont créé ce qu'on appelle la frontière intelligente, qui est vraiment une suite de process qui permet la fluidité complète du trafic, charge quand même aux entreprises de s'approprier ces process et en amont de remplir toutes les formalités. C'est pas très compliqué, mais il faut se l'approprier et puis évidemment connaître aussi le nouveau droit communautaire, le nouveau droit de la concurrence. Évidemment, ça va être un peu complexe. Mais quoi qu'il en soit, on peut quand même être optimiste parce que c'est vrai que les douanes ont été absolument remarquables sur ce dossier. Alors, vous parliez justement de cette culture peut-être à dispenser. C'est aussi ce dont parle Francis Castelin. Il soulève le manque de connaissance des douanes, des chargeurs notamment. Non, vous savez, on a eu une double crise en fin 2020. Cette double crise, c'était la crise sanitaire et le Brexit qui arrivait. Ça a été compliqué pour tout le monde de préparer les deux. C'était quand même un choc historique. C'était compliqué de préparer les deux. À l'époque, quelques jours avant le 1er janvier, 500 entreprises dans les Hauts-de-France ne s'étaient pas encore approprié ce dossier. 500 entreprises, évidemment, qui commercent avec les Anglais. Donc, de ce côté-là, un gros effort a été fait par les entreprises, a été fait par les douanes, parce que les douanes ont émis des documents, ont émis une formation qui est très efficace, et on peut s'approprier assez facilement les techniques et les technologies qui permettent vraiment une fluidité. On a quand même une problématique, et M. Castelin le soulignait, c'est beaucoup plus fluide de notre côté vers l'Angleterre que de l'Angleterre vers nous, parce que les chefs d'entreprise anglais ne s'étaient pas approprié cette problématique, parce que quelque part, ils ont cru jusqu'au dernier moment qu'il y aurait un accord beaucoup plus facile à gérer. Alors c'est en effet ce qu'a souligné le préfet du Nord, Michel Lalande, qui s'est inquiété de l'impréparation des Britanniques avec des risques réels de saturation en cas de reprise de l'activité. Et finalement, la relative fluidité qu'on connaît actuellement serait plutôt due à la faiblesse du trafic et à la souplesse actuelle des contrôles, la permissivité dont parle Francis Castelin également. Oui, tout à fait. Et puis il y a ce qu'on appelle le variant anglais qui quand même n'aide pas au trafic, puisqu'il y a un minimum de trafic, et les entreprises des deux côtés de la Manche avaient constitué des stocks. Donc aujourd'hui, chacun vit sur ses stocks, ce qui permet un redémarrage relativement lent des activités, ce qui permet aussi un entraînement pour les douanes, un entraînement pour les chargeurs et un entraînement pour les professionnels comme M. Castelin.
Et alors, ces difficultés, peut-être quand même de formalités douanières, notamment pour les entreprises britanniques, est-ce que c'est pas une opportunité aussi pour la région Hauts-de-France, du fait évidemment de son positionnement géographique, pour attirer les entreprises britanniques sur son sol? Tout à fait. Si vous voulez, lors du Brexit, qui a eu lieu, je disais tout à l'heure, en juin 2016, Xavier Bertrand m'a appelé le lendemain. Je venais d'être élu, moi, la veille, et m'a dit il faut travailler tous ensemble pour tendre la main aux Anglais. Ce qu'on a fait, et nous sommes allés tous ensemble plusieurs fois à Londres. Nous avons ouvert un bureau à Londres, donc la région, la Chambre de commerce, les représentants de l'État, nous avons ouvert un bureau à Londres. Nous avons ouvert un bureau ici pour les Anglais, ici à la CCI, c'est-à-dire près de la gare Rallye. Donc nous avons fait le maximum pour attirer des entreprises. Et nous avons un fer de lance avec Nord France Invest et donc on travaille là-dessus. On a amené peu d'entreprises parce que nous avons travaillé pendant 3 ans et demi dans l'incertitude. On en a quand même amené 29 qui représentent à peu près 2300 emplois. Aujourd'hui, ça se précipite parce que le Brexit, aujourd'hui, il ne faut plus l'employer. Le Brexit, c'était la sortie de l'Angleterre. Aujourd'hui, on est arrivé dans une nouvelle situation. Charge à toutes les entreprises, à tous les acteurs de se l'approprier. Donc, les acteurs entreprises anglaises sont en train de se rendre compte qu'il va être beaucoup plus facile, par exemple, de gérer la logistique des Hauts-de-France pour leurs clients en Europe ou pour leurs fournisseurs en Europe, que de gérer de chez eux avec des droits de douane, une complexité plus importante, etc. Donc, on travaille là-dessus. Nous avons des contacts qui s'amplifient. Nous sommes gênés, bien sûr, par la crise du Covid, avec ce variant qui fait que les contacts physiques ne sont pas aisés. Mais cette opportunité, nous sommes en train tous ensemble d'essayer de nous en saisir depuis 3 ans et demi déjà. Alors, vous tendez la main aux Anglais depuis 3 ans et demi. Alors, il y a peut-être aussi à tendre la main aux voisins irlandais qui, eux, regardent de plus en plus vers nous, justement, par crainte des conséquences économiques du Brexit. Est-ce que vous leur tendez la main aussi? Alors, on leur tend la main. Alors, plus tard, c'est-à-dire nous n'avons pas démarré il y a 3 ans et demi, mais par exemple, le port de Dunkerque a créé une ligne entre Dunkerque et l'Irlande. Et là aussi, nous allons avoir le même type de relation, c'est-à-dire là aussi, nous allons essayer de porter le dynamisme des Hauts-de-France plus facilement vers l'Irlande, en effet. Merci beaucoup, Philippe Jourdain. Je vous propose maintenant de passer à notre dernière partie de ce webinaire sur les perspectives 2021. Cathy Verquin, je vous retrouve. Vous avez sondé les chefs d'entreprise sur leurs anticipations de chiffre d'affaires sur cette année en cours, donc pour les mêmes secteurs dont on a parlé pour le bilan, l'industrie, les services aux entreprises et le BTP, et les perspectives sont plutôt bonnes. Oui, alors les chefs d'entreprise qu'on a interrogés ont été très compréhensifs en voulant bien nous répondre sur les prévisions 2021. C'est pas simple de les établir à aujourd'hui. On les a interrogés fin d'année, tout début d'année. Dans l'industrie, on a plutôt un bon rebond annoncé, plus 7%. C'est plutôt pas mal. Un tout petit peu de recroissance aussi sur les effectifs. Et sur les investissements, on a une baisse annoncée de 5% dans les investissements, mais finalement, on n'avait quasiment pas baissé en 2020. Qui a un peu de prudence en début d'année sur les investissements dans l'industrie. Honnêtement, c'est assez compréhensif et compréhensible. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise sur l'année 2021. Si ça se dégage un peu sur 2021, on aura peut-être une bonne surprise sur l'investissement. Sur les services, voilà, sur les services, donc là, après le plongeon de moins 5,8, on a un rebond de plus 5,5 avec une recroissance dans les effectifs. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a plutôt une bonne reprise aussi sur les services. Un peu plus faible que dans l'industrie, comment on l'explique? On avait moins plongé donc sur 2020, donc c'est pas surprenant qu'il y ait une reprise plus calme sur 2021. Et je pense aussi que dans les secteurs de l'intérim, honnêtement, ils n'ont pas dû faire des budgets extraordinaires sur l'année 2021, qui va encore être une année de transition. Alors, sur le commerce-restauration, qui est là, donc une contribution de la CCI, on voit que les perspectives, il y a surtout en fait un manque de visibilité extrêmement fort. Là, je pense qu'il fallait être très courageux pour aller interroger. Alors, le commerce de détail,
Je pense que là, on voit que les prévisions tiennent encore à peu près la route. Je pense qu'il fallait être très courageux pour aller interroger les chefs d'entreprise dans l'hôtellerie-restauration et leur demander qu'est-ce qu'ils avaient comme BP, comme prévision pour l'année 2021. La CCI a été très, très courageuse. Évidemment, les résultats sont à la hauteur des attentes et sont évidemment empreints d'incertitude au maximum de ce qu'on pourrait imaginer. Et sur le BTP, donc là aussi, plutôt une bonne surprise, hein, donc un bon rebond sur le BTP, un petit peu de recroissance sur les effectifs, et le gros œuvre qui avait le plus plongé est aussi le secteur qui rebondit le plus. Alors, Cathy, sur les secteurs donc, hors restauration, on voit qu'il y a quand même un certain optimisme. Comment on l'explique alors que la crise sanitaire, pour l'instant, l'issue de la crise sanitaire est toujours incertaine? Je crois que, Philippe Bourdin parlait tout à l'heure hein, sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Là aussi, j'ai eu pas mal de contacts ces derniers temps. On avait des chefs d'entreprise qui nous disaient, on a passé l'année 2020, on a tourné la page de l'année 2020, on est pas content. Ça a été une année qui a été une stratégie défensive. D'avoir une stratégie défensive tout le temps, c'est usant, c'est épuisant moralement. Et là, on veut repartir avec une vraie stratégie de combat. Et je crois que clairement, dans les chiffres qui ont été établis pour remobiliser les équipes, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont dit on va en sortir en 2021, on fait comme si on va s'en sortir et on fait des budgets et des prévisions de combat pour remobiliser les équipes. Merci beaucoup. Laurent Rigaud, est-ce qu'il y a ce même esprit combatif, offensif chez les artisans? C'est aussi ce que vous avez sondé pour 2021? Oui, clairement. Alors, en fin d'année 2020, quand on a questionné nos collègues, on avait à peu près 60% qui se disaient on va avoir une économie réduite pour nous, un développement réduit en 2021. Mais on a vu que dès qu'ils ont commencé à pouvoir travailler, la consommation est là. Donc moi, je suis assez optimiste. Mes collègues sont assez optimistes, même si quand on dit ça pour tous les métiers en difficulté, eh bien, c'est compliqué de le dire. Mais on voit bien que la taille de nos entreprises, la façon dont on le fait correspond à un besoin actuel des gens et des citoyens. On veut reconsommer local, on veut reconsommer dans la proximité, on veut un lien social avec le chef d'entreprise, celui qui va nous vendre, celui qui va nous préparer quelque chose. Donc, toutes nos entreprises répondent à tout ça. Mais on a aussi un point de vigilance. On sait très bien que nos trésoreries ont été mis à mal, que les bilans vont tomber, et qu'on aura besoin aussi de beaucoup d'accompagnement immédiatement et dans la durée, puisque la difficulté va continuer. L'entreprise, à mon avis, va travailler, mais il va falloir accompagner dans les mois à venir pour que ça perdure et puis que tout redémarre au moins comme on avait avant. Merci beaucoup. Olivier Dauger, quel est le sentiment chez les agriculteurs pour cette année 2021? Je pourrais dire la même chose que mon confrère, c'est-à-dire qu'il y a une situation 2020 qui a été compliquée et qui se retrouve dans les résultats des exploitations à cause du Covid et des autres points que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais il y a de l'envie qui est forte. Ça crée, je dirais, de nouvelles idées, de nouveaux débouchés, de nouvelles approches qui donnent envie. On voit dans le plan de relance, je l'ai dit, mais il y a l'engouement des agriculteurs est particulièrement fort. Là. Une grosse partie des lignes sont déjà pleines au bout d'un mois ou deux, alors c'est sur 2 ans. Et c'est quelque part une bonne nouvelle. Donc, ce qui est important aujourd'hui pour les agriculteurs, c'est véritablement de saisir ces opportunités de circuit court et tout ça, mais aussi les opportunités, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est un élément important, de répondre à tous les types de consommation, et en particulier d'avoir des produits de qualité, mais à des prix relativement bas, parce qu'on a quand même une grosse frange de la population aujourd'hui qui a besoin de se nourrir, mais qui n'a pas forcément le pouvoir d'achat. Et l'agriculture, quand on parle de circuit court ou de produits de souveraineté alimentaire, elle doit répondre aussi à ces enjeux-là. Donc ça montre bien qu'on doit garder cette diversité de production, donner des perspectives. Je pense que c'est un élément important, que ce soit en matière commerciale, que ce soit en matière réglementaire. Le climat, on ne peut pas le décider, mais voilà. Mais que donner un peu de perspective, on est sur des cycles longs en agriculture. C'est un handicap, c'est certain, puisqu'on a une production par an. Donc on a besoin d'avoir un peu de perspective, parce que les investissements sont lourds. Mais les agriculteurs, je peux vous le dire, sont des entrepreneurs et sont prêts à relever ce défi global. Merci beaucoup, Olivier. Philippe Bourdin, vous aurez le mot de la fin.
2021, finalement, est-ce qu'on peut dire que ça va être l'année de la reprise? On peut avoir confiance? Oui, l'économie, c'est la confiance. Et je voudrais vous citer un seul chiffre. Un seul chiffre. En 2020, 51 400 créations d'entreprises dans les Hauts-de-France, soit plus 5% par rapport à 2019. Donc, nous avons une crise sanitaire d'une violence inouïe. Et pendant ce temps-là, 51 400 personnes ont créé une entreprise dans les Hauts-de-France. Donc, c'est un signe de vitalité, c'est un signe d'énergie, c'est un signe de confiance. Donc, je vais vous dire, je suis le dernier, je ne vais pas faire un long discours, mais tous les gens que je rencontre ont vraiment la confiance. Les industriels investissent. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne se plaignent pas, mais ils investissent. Les professionnels de l'international exportent, cherchent à exporter, ils envoient des VIE, etc. Donc, ayons confiance en l'économie, puisque l'économie profite de la résilience et de l'énergie des chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs. Ayons confiance, car l'économie, c'est avant tout la confiance. Voilà ce que vous nous dites, Philippe Ourdin. Merci beaucoup. Merci à tous de vos interventions. Arnaud, je crois qu'il y a un sondage qui va être proposé. Oui, tout à fait. Il y a un sondage que je viens de publier pour éventuellement indiquer votre satisfaction à ce webinaire, et en vous remerciant à tous les intervenants, à tous ceux qui ont participé à ce sondage aussi indirectement. Donc là, on reste en ligne le temps que les internautes répondent. Voilà, encore quelques minutes et après on peut remercier tout le monde. Très bien. Et on aura les résultats en direct alors. Oui, on a les résultats en direct, mais en fait, on peut aussi tout simplement saluer tout le monde et remercier tout le monde. D'accord. Et alors à ce moment-là, donc merci vraiment à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite une très bonne année 2021, pleine d'énergie, pleine d'envie et surtout d'activité pour vos entreprises. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt. C'est fini pour 2021. Maintenant, il va falloir préparer 2022.